Où sont les leviers du changement? Donc, la modératrice, c'est Françoise Milewski, qui est économiste, rédactrice en chef depuis 1997 jusqu'à janvier 2008 à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, au Centre de recherche et économie de Sciences Po. Elle est également membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et responsable d'une mission. Elle a été responsable d'une mission pour la ministre chargée de la parité sur la précarité des femmes dans l'emploi. Elle a fait une publication en juillet 2005, Les inégalités entre les femmes et les hommes, les facteurs de précarité, paru à la Documentation française. Et elle est également rapporteure du comité de pilotage sur la place des femmes dans les emplois supérieurs des fonctions publiques. Voilà, et elle a coordonné un numéro spécial de la revue de l'OFCE en juillet 2004, Travail des femmes et inégalités. Elle modérera donc notre table ronde. Nous avons également Madame Françoise Fillon-Nallet, qui est voilà, juste à côté. Alors, elle représente l'association Retravailler, qui est une association qui a été créée en 1974. Elle y est la déléguée générale depuis 10 ans. Et cette association a comme objectif l'orientation, l'insertion des femmes pour leur reprise de travail ou une nouvelle prise de travail. Après une interruption pour la maternité. Enfin, non, pas forcément. Bon, elle expliquera plus. Voilà. Et je croyais que c'était ça à l'origine. Ah oui, à l'origine, c'était bien ça. Donc, et aujourd'hui, c'est une association qui travaille beaucoup sur l'égalité professionnelle et les choix professionnels. Voilà. Nous avons également Maryse Dumas, qui est secrétaire confédérale de la CGT, qui est tout là-bas, au bout, qui à l'origine est postière et depuis 1995 donc en responsabilité à la Confédération CGT. Elle est féministe et elle essaye de faire passer cette option dans ses différentes activités. Nous avons Pascal Bernard, qui est de l'autre côté, qui est DRH c'est une entreprise, oui, Haut-de-Paris. C'est une SEM, non? Tout à fait. Oui, c'est une SEM. Donc, il est également vice-président de l'Association nationale des DRH depuis 2003 et président de la commission égalité femmes-hommes et diversité de cette association nationale de DRH. Et il travaille à l'heure actuelle sur le label diversité. Enfin, pour terminer mon tour de table, Madame Sylvie Kern, qui est juste à ma droite, responsable du pôle emploi privé depuis 2 ans à la direction juridique de la HALD et qui précédemment était avocate au barreau de Paris. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Françoise Milewski qui va animer donc cette table ronde. Pour introduire de façon extrêmement brève. En toute logique, c'est de la réflexion et de la recherche précédente que devraient être déterminées les conclusions en termes de moyens d'action et de leviers. C'est-à-dire que c'est des conclusions de la table ronde précédente que devrait émerger la détermination d'un certain nombre de leviers d'action. Si j'ai bien compris ce qui sortait de la table ronde précédente, on s'est posé le problème en termes suivants. Est-ce que les noyaux durs de la résistance à l'égalité, c'est plutôt en termes d'analyse sur où est l'ennemi principal, et si on dit ennemi principal, c'est qu'il y en a un qui est secondaire, ou bien est-ce qu'on raisonne en termes d'imbrication des inégalités, les entreprises étant le lieu, la résultante de toutes les inégalités qui se produisent en amont, la famille, l'école, etc., et qui se produisent également en parallèle, c'est-à-dire la famille et l'inégal partage des tâches familiales, et où elle serait en plus le siège de discriminations spécifiques.
Donc je crois qu'il faut garder à l'esprit les premiers éléments de ce débat-là pour ensuite essayer de comprendre les débats que nous allons avoir sur les moyens concrets des actions qui peuvent être menées. Alors, pour essayer d'aborder la question des leviers du changement, qui est l'objet de cette seconde table ronde, on va essayer de l'aborder sous l'angle concret, qui est de voir comment, au niveau d'une direction de ressources humaines d'une entreprise, au niveau d'un syndicat, au niveau d'une structure autonome, qui est la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, et au niveau de l'association Retravailler, comment les problèmes ont été posés et sont posés, donc y compris de ne pas se limiter strictement à l'entreprise, mais également à la question de la réinsertion sur le marché du travail, parce que de ce point de vue-là, il est extrêmement important de comprendre que, bien sûr, la discrimination est quelque chose d'essentiel, mais pour être discriminé, il faut déjà être dans l'entreprise. Or, à l'heure actuelle, nous sommes dans une situation où bon nombre de femmes tentent de retrouver un travail, de se réinsérer sur le marché du travail. Alors, un certain nombre de choses ont déjà été dites dans la première table ronde de réflexion théorique sur la question des moyens d'action. Je voudrais citer simplement deux sujets qui ont déjà anticipé notre débat. Le premier, c'est sur la question de l'égalité salariale. Est-ce qu'on se pose le problème en termes de discrimination salariale dite pure, c'est-à-dire à poste égal, est-ce qu'il y a une différenciation de salaire et comment on la combat? Ou bien est-ce qu'au bout du compte, la différence salariale est beaucoup plus importante que celle-là, et puisque précisément les postes ne sont pas égaux, et la véritable inégalité, elle traduit l'ensemble des inégalités. C'est sûr, parce que les femmes sont en situation inégale sur le marché du travail, qu'à l'heure actuelle, on enregistre en moyenne de l'ordre de 25% d'écart de salaire, tout intégré, les écarts de temps de travail, les écarts de qualification, etc. Alors, nous avons ici, et ce sera ma dernière remarque, une table ronde qui est centrée sur le marché du travail et le moyen d'y réaccéder. Je crois qu'il faut garder également à l'esprit, mais ce qui n'est pas l'objet de cette table ronde, mais on ne peut pas l'éliminer d'un coin de notre esprit, quel est le rôle que peuvent avoir d'une part les politiques publiques et d'autre part, bien sûr, les politiques indicatives. Les politiques éducatives, pardon. Sur tous ces sujets, je vais me garder de donner mon avis en préalable de cette table ronde. Par contre, je ne me garderai pas de réintervenir pour relancer le débat si je considère que les différents participants de la table ronde n'ont répondu que partiellement. Elle est très générale, c'est l'insertion et la place des femmes sur le marché du travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire évoluer? Qu'est-ce que concrètement vous avez fait dans votre entreprise ou la structure à laquelle vous participez? Et qu'est-ce que vous jugez être, de votre point de vue, donc point de vue DRH, point de vue syndicat, point de vue, etc., quels sont les leviers que vous jugez vous-même prioritaires? Et je vous suggère que l'on commence par le point de vue de l'entreprise et de la direction des ressources humaines, donc de Monsieur Bernard. L'accès des femmes à l'emploi et puis surtout ensuite l'évolution des femmes dans l'emploi, parce que il y a beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle qui se font une fierté de recruter beaucoup de femmes, mais on le dit assez souvent, si c'est pour recruter des femmes qui sont caissières et que 10 ans plus tard on les retrouve encore caissières, quelque part, c'est que le DRH a mal fait son boulot et que l'entreprise a raté plusieurs marches. Alors nous, on vient d'une entreprise, Haute-Paris, où traditionnellement, il y a peu de filles dans les filières de formation initiale. Et avant 2000, il y avait moins de 10% de femmes dans l'entreprise. En plus, bien évidemment, de préférence à des postes d'exécution, administratifs si possible, et peu qualifiés. Alors maintenant, les résultats ne sont pas extraordinaires. 6 ans plus tard, après beaucoup d'efforts, 7 ans plus tard, pardon, après beaucoup d'efforts, on est 28% de femmes dans l'entreprise. Un signe d'espérer, c'est que dans les 6 derniers mois, nous sommes passés de 25% de femmes, 24% à 28%. Donc ça commence vraiment à s'accélérer. Et un signe qui nous donne encore plus à espérer, c'est que si elles ne sont que 28% dans l'entreprise, les femmes représentent maintenant à Haute-Paris 38% des cadres, 38% des cadres et 31% des agents de maîtrise. Donc effectivement, et assimilés. On a beaucoup travaillé sur l'évolution professionnelle, parce que pour répondre à une question,
Je crois que l'inégalité salariale, on peut comparer à poste égal. Ça, les DRH savent faire des statistiques qui vous montreront qu'il n'y a pas de problème. Mais il faut raisonner beaucoup plus largement, il faut raisonner en termes de carrière et d'évolution professionnelle. Alors, comment est-on arrivé à améliorer les choses? D'abord, moi, il y a quelque chose qui me paraît évident, c'est que ça ne peut venir que d'une impulsion forte du haut. C'est sûr qu'à Haute-Paris, on a une présidente directrice générale qui a été très active, Anne Lestrade, qui était une féministe engagée et convaincue. Ça aide beaucoup dans les comités de direction. J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit. On négocie en 2004 notre premier accord égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Il y avait un panel de mesures qu'on a eu du mal à faire accepter. Et il y en avait une vraiment, moi je pensais que ça n'allait poser aucun problème, c'était la suppression du jour de fête des mères. Alors, tout le monde, on avait donné ce jour à toute l'entreprise avec tout un dispositif d'intéressement. Mais tout fier de nous, je présente le projet en comité de direction et je dis, ben voilà, on a supprimé l'un des derniers symboles pétainistes, le jour de la fête des mères. Et alors là, je me suis fait tuer, assassiné, pulvérisé par les 2 seules femmes du comité de direction, on était 8, qui me disent mais comment on supprime un dernier avantage dû aux femmes, etc. Et là, je me suis trouvé désarçonné. Pendant 30 secondes, il y a eu un blanc et j'ai pas su quoi répondre. Et c'est Anne Lestrade qui est venue à mon secours en leur disant écoutez, permettez, on peut peut-être être femme sans être mère, forcément. Là, j'avoue que c'était un argument que de moi-même. J'aurais peut-être pas sorti comme ça. Bon, donc voilà, je referme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Brièvement. Donc d'abord, on a voulu montrer que l'égalité femmes-hommes, ce n'était pas un discours de début ou de fin d'année ou dans les séminaires d'entreprise. On a commencé dans les recrutements par mettre en place le CV anonyme. Alors, très discuté, mais au moins il sert à franchir une entrée. Dans les examens d'évolution professionnelle, pour devenir cadre ou agent de maîtrise, pour encadrer les gens, il y a des épreuves de finance, de technique, de management. On a ajouté une épreuve qu'on appelle le management éthique et les candidats sont mis en situation de résoudre des discriminations. Alors il peut y avoir du sexisme, du racisme, de l'homophobie, j'en passe et des meilleurs, quelquefois les 3 à la fois. Cette épreuve compte pour 1/4 de la note finale. Et on a eu, dans plusieurs cas, on a refusé plusieurs promotions parce que les managers, aussi bien femmes que hommes, mais plutôt hommes quand même, ne nous paraissaient pas au niveau d'assurer et de transmettre ces valeurs. La deuxième chose, c'est que les cadres et les agents de maîtrise sont évalués sur leurs résultats financiers, techniques, mais également sur leurs résultats en matière d'éthique. On leur demande, cette année, qu'est-ce que vous avez fait pour développer l'égalité femmes-hommes dans vos services? Quoi? Quand? Comment? Avec qui? Selon quels critères et avec quels moyens? De répondre à la question dont je trouve d'ailleurs qu'elle n'est pas formulée de façon à permettre qu'une organisation syndicale y réponde directement, parce qu'une organisation syndicale n'a pas les leviers de commande, ni dans l'entreprise, ni du point de vue du pouvoir politique. Et donc, nous sommes plus en réaction qu'en action directe, mais je vais quand même essayer de répondre à la question. Mais avant, je voulais dire 2-3 mots par rapport au noyau dur de l'inégalité dont il a été question dans la première table ronde. Moi, je voulais dire que sur le rapport donc, entre les inégalités dans le travail et les inégalités dans la famille, à l'école, quelles sont les plus importantes? Moi, j'ai le sentiment qu'elles se nourrissent mutuellement. C'est un peu comme la poule et l'œuf. On ne sait plus quel est celui qui a été le premier. Lorsque dans l'entreprise, les femmes, le travail des femmes est systématiquement précarisé, mis à temps partiel, lorsque les femmes sont la majorité des travailleurs pauvres, on ne peut pas imaginer que dans la famille, elles aient une situation vis-à-vis du conjoint, vis-à-vis de leurs enfants, qui leur permettent de jouer un rôle prépondérant et de montrer qu'elles sont au moins égales à leur conjoint. Et réciproquement, la justification culturelle de la domination ou de l'inégalité à l'égard des femmes qui remonte à des millénaires en arrière et que les femmes ont elles-mêmes intégré, contribue à ce que dans le travail, elles acceptent effectivement des situations inégales, subalternes et très souvent moins rémunérées.
Je dois dire que mon expérience de militante syndicale, c'est de voir que dans les entreprises, dans les branches professionnelles, les femmes revendiquent beaucoup moins sur les salaires que les hommes. Par contre, elles revendiquent beaucoup plus sur les questions de durée du travail ou de conditions de travail que les hommes. On peut imaginer que ceci est très lié aux responsabilités qu'elles ont dans la famille. Parce qu'en fait, la question de la durée du travail détermine le temps familial. Mais réciproquement, le temps familial est pour elles tellement prégnant qu'il conduit à ce qu'elles ne voient pas, qu'elles ne valorisent pas elles-mêmes ce qu'elles mettent en œuvre dans le travail et au travers du salaire. Donc je crois que ça, c'est une question dont on ne peut pas se détourner. Mon deuxième point, c'est sur les caractéristiques actuelles de cette égalité. Nous vivons dans le cadre d'une politique globale qui fait reculer les garanties collectives, qui fait reculer les liens de solidarité et qui met tous les salariés en concurrence les uns avec les autres. Et dans ce système de concurrence, les femmes sont et seront les premières perdantes. Je pense que tout le monde le sera, mais les femmes en premier lieu. Quand on dit le salaire ne rémunère plus la qualification ou la classification, mais le salaire est fonction du mérite, on voit immédiatement la pénalisation qu'il y a sur les femmes. Quand on dit travailler plus pour gagner plus, on voit que ceux qui font des heures supplémentaires, ce sont les hommes. Et ceux et celles qui ne disposent pas de cette possibilité, qui d'ailleurs on ne leur propose pas et elles ne le souhaitent pas parce que c'est ingérable, ce sont les femmes. Et derrière va se créer de nouvelles inégalités, non seulement salariales, non seulement de pouvoir d'achat, mais de traitement dans l'entreprise. Autre exemple, développer l'intéressement et la participation, c'est favoriser le travail masculin au détriment du travail féminin. D'autant plus d'ailleurs que toutes ces politiques visent à faire travailler plus ceux qui ont déjà un emploi et laissent à la porte ceux, et donc celles, puisqu'elles sont majoritaires, qui sont en dehors ou qui sont à temps partiel. Alors à partir de là, eh bien, comment mener la bataille? Il y a plusieurs leviers. D'abord, il y a développé de multiples actions et évidemment des négociations, mais les négociations réussies sont celles qui s'appuient sur des rapports de force au travers de ces valeurs. Évidemment, faire prendre conscience aux femmes et aux hommes de ce qui se joue au travers de ces mises en concurrence au détriment des valeurs collectives. Et puis, obtenir par des batailles syndicales permanentes que les femmes se mêlent de leurs affaires, qu'elles se syndiquent, y compris dans les petites entreprises qui sont très faiblement syndicalisées aujourd'hui, et dans les branches professionnelles fortement féminisées, qui sont celles où le travail est le plus précarisé, où les perspectives professionnelles sont les plus réduites, où les entreprises sont également les plus petites et où le taux de syndicalisation est le plus bas. Je n'ai fait évidemment qu'effleurer le sujet. Pour répondre à la question, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, elle non plus n'est pas un acteur à part entière, mais en tout état de cause, qu'est-ce qu'on peut constater? La Haute Autorité lutte contre les discriminations et lutte pour l'égalité. Un sondage dernièrement est paru. On demandait aux femmes dans le monde du travail, êtes-vous traitées aussi bien qu'un homme? Réponse, non, à 75%. Deuxième question, estimez-vous que vous êtes discriminé? Non, à 75%. Et donc, c'est vrai que tant qu'on ne dira pas ce qu'est une discrimination et que les femmes ne prendront pas conscience effectivement de la discrimination dont elles sont l'objet, effectivement, les choses ne pourront pas commencer à avancer. La Haute Autorité, on vous l'a dit tout à l'heure, est saisie de 6% des réclamations. Donc sur 6220 réclamations en 2007, moins de 360 concernent la discrimination liée au sexe, ce qui n'est pas beaucoup. Et sur ces 6%, la moitié de ces 6%, donc 3%, ce sont des hommes qui s'estiment discriminés en raison du sexe. Donc vous voyez qu'il y a effectivement très peu de saisines de femmes. Donc ça, c'est un des problèmes. Il faut absolument prendre en main cette discrimination et tous les partenaires peuvent le faire. Alors,
Effectivement, on vous l'a dit également tout à l'heure, 40% des saisines proviennent de femmes, mais c'est des saisines pour des discriminations liées à d'autres critères. Le critère numéro 1, c'est l'origine. Et donc, on peut être femme et d'origine étrangère et donc être effectivement discriminé, le handicap, la santé et l'âge. Mais sur la discrimination purement sexiste, il n'y a effectivement que 3% des demandes. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme saisine en raison du sexe? Peu de saisines à l'embauche. On parlait tout à l'heure effectivement du fait que il faut déjà être dans le monde du travail. Peu de femmes saisissent pour discrimination à l'embauche. En revanche, on a des discriminations en raison du sexe par des hommes, par exemple, un assistant sanitaire qui n'est pas recruté dans un centre de loisirs pour les raisons qu'on peut imaginer, et donc il s'estime, à juste titre d'ailleurs, discriminé en raison de son sexe. En revanche, les discriminations des femmes, c'est notamment dans la carrière, et ça on le voit beaucoup, inégalité salariale. Inégalité salariale, on est encore très peu saisi, bien sûr, et donc, et lorsque l'on est saisi, on verra tout à l'heure qu'on arrive à prouver cette inégalité salariale due à une discrimination. Et donc, on en reparlera, je pense, tout à l'heure, mais c'est comme dans la discrimination syndicale, c'est la même chose. Simplement, si on n'est pas saisi, on ne peut effectivement pas se prononcer sur ce point. Autre discrimination que l'on peut voir, la grossesse. Des femmes qui sont licenciées à leur retour de congé de maternité. Bon, t'étais très bien avant, mais alors maintenant avec ton petit, tu vas pas pouvoir tellement travailler, tu seras moins disponible, ça serait peut-être mieux que tu t'en ailles. Ah, tu veux pas partir? Eh ben, licenciement, évidemment, sous une certaine forme. Discrimination salariale, discrimination due à l'état de grossesse. On en a parlé tout à l'heure à la précédente table ronde également, au retour d'un congé parental. Le congé parental, c'est effectivement une femme, parce que c'est quand même à 99% les femmes qui les prennent, qui se retrouvent coupées de l'entreprise, coupées du monde du travail, coupées de la formation, et qui, malgré toutes les lois qui sont faites, lorsqu'elle revient, est en fait coupée et elle doit effectivement, dans le code du travail, reprendre son emploi ou un emploi comparable, etc. Ça, c'est effectivement dans le texte de loi, mais malheureusement dans la pratique, on se rend compte qu'il y a une grande discrimination au retour du congé parental. Autre discrimination dont nous sommes saisis, beaucoup par les femmes, c'est le harcèlement sexuel et le harcèlement moral en raison du sexe. Et également des mesures de rétorsion pour cette plainte de discrimination salariale. Vous avez une femme qui va voir son DRH et qui lui dit « oui, je gagne moins que mes collègues masculins ». Et on lui dit « mais non, on va voir, ça va s'arranger ». Et quelques mois plus tard, elle est licenciée pour faute grave parce qu'on lui trouve à ce moment-là beaucoup de choses qui ne vont plus dans le monde du travail, dans son travail. Donc voilà les saisines que nous avons en majorité provenant des femmes. Et donc, effectivement, je ne peux pour l'instant inviter qu'à plus de saisines, puisque tant que nous ne sommes pas saisis, nous ne pouvons pas avancer sur ce problème. Organismes qui accompagnent les femmes dans leurs projets d'orientation et d'insertion professionnelle et d'évolution de carrière. Pour nous, notre axe essentiel d'action, c'est d'intervenir sur les conduites d'orientation et de carrière des femmes qui restent très enclavées. Donc, agir sur les conduites d'orientation, c'est donner les moyens aux femmes de construire des projets d'insertion ou d'orientation qui ne soient pas pris dans les stéréotypes de sexe. Et la division du travail reste, me semble-t-il, au travail la résistance la plus tenace, avec une mentalité qui reste dominante autour de hommes et femmes ne sont pas faits pour occuper et faire les mêmes métiers, hommes et femmes n'ont pas les mêmes compétences professionnelles. C'est là-dessus que nous travaillons essentiellement. Alors les avancées, elles sont essentiellement méthodologiques. Les méthodes de diversification des choix professionnels ou d'élargissement des choix professionnels qui sont une mise à jour des stéréotypes de sexe qui cantonnent les projets professionnels dans des périmètres contenus a eu longtemps un impact limité. Je dois dire que notre action est certainement facilitée par le changement de contexte et la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, mais qui change les données.
Et du coup, le besoin explicite de candidature de femmes dans certains secteurs, la participation des entreprises elles-mêmes à l'expression de ce besoin a permis l'expérimentation de méthodes qui permettent de faire monter des projets dits atypiques de sexe. Et quand on autorise cette expression, force est de constater qu'elle existe. Les mises en situation professionnelle, réelles ou simulées, nous semblent aussi aujourd'hui, après un certain nombre d'expérimentations, les plus appropriées pour convaincre une femme qu'elle peut aller sur un métier ou un emploi sur lequel elle ne se serait pas projetée, et étant dans l'exercice de ce métier, elle se rend compte bien mieux que par toutes les démonstrations qu'elle peut tout à fait le pratiquer. Enfin, un troisième axe, c'est le travail sur le sentiment de compétence dont on a pu constater dans la première table ronde et encore dans ce qui vient d'être dit qu'il reste un frein essentiel à l'ambition des femmes, qu'il s'agisse de la discrimination horizontale et la montée vers des postes à responsabilité qui me semblent s'améliorer, ou qu'il s'agisse d'aller vers des métiers où les femmes s'agglutinent et se font concurrence, qui résiste très fortement, et certainement là, le contexte économique va nous donner peut-être des possibilités d'agir sur des stéréotypes, des habitudes qui sont bien celles du travail. Je vais faire un tout petit commentaire avant de passer à la question. Je crois que, bon, d'abord, sur la conception des acteurs, c'est au sens, pas simplement ceux qui ont les rênes des commandes, c'est au sens de tous ceux qui peuvent agir. Tous ceux qui peuvent agir, bon, sont représentés autour de cette table ronde, enfin cette tribune. Bon, on pourrait également en envisager bien d'autres. Je crois que, bien entendu, notre conception, et je pense qu'on en est, on doit être bon nombre à en être convaincus, on ne va pas simplement attendre la bonne volonté de la direction des entreprises, certaines sont actives, d'autres ne le sont pas, pour promouvoir l'égalité. Il faut qu'il y ait des moyens de pression. Alors, il y a des moyens de pression dans l'entreprise, c'est le syndicat. La HALD a bien expliqué, la représentante de la HALD a bien expliqué que eux ne pouvaient pas faire appel en tant que tel, il fallait qu'un recours soit opéré, et son message est clair sur la nécessité d'accroître ces recours. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, et je crois que ça apparaît aussi dans le débat, il ne faut surtout pas que l'on arrive à une opposition entre l'accès aux postes de responsabilité d'un côté et à l'autre extrême, la précarité. C'est des formes différentes, mais uniques d'une certaine façon, des inégalités dont les femmes sont les victimes. Et en matière d'égalité de salaire, je crois que, alors que, et ça fera la transition avec la deuxième question, alors que la loi porte sur la question de la discrimination pure, on sait bien que c'est en termes de déroulement de carrière que les choses doivent être jugées. Et là, on est confronté à quelque chose d'évidemment difficile. Et la troisième toute petite remarque que je voudrais faire, c'est que je crois qu'on est maintenant, alors c'est aussi une manière de faire le lien avec la précédente table ronde, il ne faut pas non plus qu'on se trompe de contexte économique. On n'est pas dans le contexte économique d'il y a 30 ans. On est aujourd'hui dans une situation, et ça n'enlève rien aux inégalités dont les femmes font l'objet, mais ça en change la forme. En matière de développement de l'emploi, si on prend les dernières années, et pas simplement la dernière, mais les 10 dernières années, en France comme en Europe, les femmes ont bénéficié de création d'emplois et les hommes ont souffert de destruction d'emplois. C'est l'évolution économique en termes de partage industrie-service. Bon, et dans ce cadre-là, les nouvelles formes d'inégalité sont tout particulièrement une montée de la précarité. Et par rapport à ça, il faut aussi qu'on se pose le problème des moyens d'action, parce que là, on est devant un enjeu qui est redoutable. Il l'a été et il le sera encore plus à l'avenir, avec ce potentiel considérable à la fois d'emploi, de précarité et de pauvreté que sont le développement des emplois de services de proximité, sur lesquels on a quelque chose de tout à fait explosif en termes d'inégalité hommes-femmes. Et donc je crois qu'il ne faut pas simplement raisonner sur les entreprises dans lesquelles on a une gestion, bon, dont il faut se servir d'exemple, mais des entreprises telles qu'on les connaissait, mais des entreprises telles qu'on les connaît maintenant et qui vont se développer avec tout l'aspect atomisation à laquelle on va être confronté. Elle est,
nouvelle loi, label accord, et vous savez comme moi qu'il y en a eu plein au cours de ces dernières années, qu'apporte-t-il? Pour poser cette question-là de façon peut-être plus provocante, je dirais la chose suivante. Est-ce qu'à votre avis, ils apportent quelque chose ou pas? Est-ce qu'ils sont un point d'appui ou pas? Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'accumuler d'autres textes, puisqu'on continue d'en négocier, il y aura une nouvelle loi à l'automne prochain, ou bien est-ce que dans votre esprit, soit les textes existants sont suffisants, soit de toute façon les choses se passent en dehors. Un cadre réglementaire est de toute façon essentiel, même si les mentalités ont du mal à suivre, ça c'est un propos récurrent. Et un cadre réglementaire applicable, il me semble que le fait d'être passé à des sanctions financières, de ce point de vue-là, me semble un progrès, parce que c'est applicable. Le danger, me semble-t-il, de se polariser là sur la loi en cours sur la suppression des écarts de salaire et de se polariser sur l'égalité salariale, c'est de perdre de vue l'égalité professionnelle et de se polariser sur toute chose égale par ailleurs, sans travailler sur ce qui me semble le plus inquiétant pour l'égalité, c'est-à-dire les facteurs structurels d'inégalité et le fait que les femmes s'agglutinent dans des professions moins bien rémunérées, moins ouvertes à la mobilité, etc. Ça, d'ailleurs, je profite du temps que j'ai un peu là pour dire que ce qui a été introduit dans la première table ronde autour de l'analyse du travail me semble aussi un axe de progrès tout à fait essentiel. Le technique qui est considéré comme étant du côté du travail des hommes est complètement basé sur l'approche technicienne du secondaire et ne prend pas en compte que les services dans lesquels on trouve les femmes sont des métiers techniques qui ne sont pas analysés comme tels et donc pas rémunérés comme tels et pas considérés comme tels. Et là, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose à faire d'urgent. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, les lois, il y en a beaucoup. Ce qu'il faut, c'est les appliquer. Et effectivement, en France, maintenant, les tribunaux et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, justement, participent de ce point de vue. On essaye de faire comprendre à tous les magistrats que la jurisprudence communautaire dont on vous parlait tout à l'heure, sur le principe de l'aménagement de la charge de la preuve. Et cet aménagement de la charge de la preuve, c'est une invention de la jurisprudence communautaire. Elle est apparue dans les années 80, justement dans les problèmes de disparité salariale femmes-hommes. Lorsque les juges communautaires se sont aperçus que les travailleuses qui faisaient des procès parce qu'elles s'estimaient victimes de discrimination salariale, elles perdaient tous leurs procès parce qu'elles n'arrivaient pas à apporter la preuve. Et donc, ce principe de l'aménagement de la preuve est un point extrêmement important qui est rentré dans notre Code du travail depuis 2001, qui continue et qui a été repris là par la nouvelle loi sur l'adaptation des directives. C'est tout simple, en fait, dans le principe, c'est simplement que la femme qui s'estime victime de discrimination salariale présente des éléments de fait qui montrent qu'effectivement, il y a une inégalité de traitement entre elle et ses collègues masculins. Par exemple, elle est moins bien payée. Ou alors, elle n'a pas de formation. Ou alors, effectivement, elle n'a pas le même grade. Et puis, ça sera à l'employeur de prouver que si cette femme est moins bien payée ou qu'elle n'a pas de formation, c'est parce qu'elle n'est pas, objectivement, elle est moins bonne que les autres, que les collègues masculins, et que donc c'est à l'employeur de prouver que la différence de traitement est objectivement justifiée par des éléments qui sont étrangers à toute discrimination et donc au sexe de cette personne. Donc, avec cet aménagement de la charge de la preuve, il est beaucoup plus possible de faire admettre par les tribunaux qu'effectivement, il y a une discrimination salariale. Et dans ce type de dossier, la Haute Autorité procède à une enquête, et c'est la même enquête que pour la discrimination syndicale dont on vous parlait tout à l'heure, qui existe depuis plus longtemps. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que les syndicats participent à justement ce travail sur les dossiers des femmes, donc cette discrimination sexiste au sein des entreprises, et qu'ils ne travaillent pas uniquement justement sur cette discrimination syndicale,
syndicale. Puisque quand on fait une étude comparative, on voit effectivement, on prend un panel de salariés et on voit, on fait une évolution de carrière, on voit leur diplôme, la date d'entrée, le grade, etc. Et on voit comment ces personnes sont arrivées 10 ans plus tard entre les femmes et les hommes, comme on faisait entre les syndiqués et les non syndiqués. Et là, on est extrêmement surpris de voir des courbes très très différentes entre les hommes et les femmes, effectivement, 10 ou 15 ans après. Et effectivement, tout à l'heure, on disait que les hommes faisaient leur carrière entre 30 et 40 ans, et les femmes, elles font les enfants entre 30 et 40 ans. Et effectivement, on voit qu'à 45 ans, effectivement, la différence est énorme, et ça n'est pas objectivement justifié. Et les tribunaux, les conseils de prud'homme, les cours d'appel, et même la Cour de cassation, de plus en plus, reconnaissent cette discrimination salariale grâce justement à cet aménagement de la charge de la preuve et à cette méthode comparative. Oui, quant à notre position sur les lois, accords, etc., j'aurais tendance à dire que tout ce qui fait avancer le schmilblick, si peu que ce soit, est bon à prendre. Le problème qu'on a, c'est le déséquilibre entre les quelques accords positifs ou lois qu'on pouvait soutenir. Je pense à l'accord interprofessionnel sur l'égalité professionnelle, à l'accord sur la diversité que la CGT a signé, qui n'ont aucune force de loi, qui n'ont aucun caractère obligatoire, qui sont des relevés de principe. C'est important, ça participe des mentalités, ça aide à l'activité dans les entreprises, ça n'est assorti d'aucune sanction, donc il n'y a aucune obligation pour les employeurs de l'appliquer. Mais cela étant, ça fait avancer un petit peu le schmilblick, on soutient. Sauf qu'à côté, vous avez tout un tas de dispositifs. J'ai parlé de la loi sur le temps de travail, on pourrait parler de celle sur les retraites, on pourrait parler du développement de la précarité, des allègements de cotisations sociales patronales qui continuent à jouer le rôle de trappe à bas salaire et à encourager les emplois qui sont très proches du SMIC, voire inférieurs au SMIC. Et donc on a l'impression que c'est un véritable tonneau des Danaïdes. À peine, disons, on progresse d'1 millimètre d'un côté, mais on perd 10 centimètres de l'autre. Et donc, effectivement, syndicalement, on est amené à poser les problèmes dans leur ensemble. Il faut à la fois être capable de faire avancer les choses dans une entreprise, là où des militants ou des militantes se trouvent, mais en même temps, il faut poser tous les enjeux globaux en fonction de tous les interlocuteurs qui envoient au chapitre sur les questions du travail. Et puis je voudrais rajouter 2 ou 3 petites idées. Alors c'est vrai que nous constatons depuis des années le passage des emplois industriels vers les emplois de services. Mais qu'est-ce qui condamne à ce que les emplois de services soient des emplois précaires ? D'abord, je pense qu'on vit, il y a une bonne part d'industrialisation aujourd'hui dans les services. Réciproquement, la logique des services est en train de pénétrer le secteur industriel. Et en ce qui concerne la CGT, nous faisons des propositions revendicatives qu'on appelle nouveau statut du travail salarié, qui permettent justement d'asseoir les droits de la personne salariée, femme ou homme, sur un socle de garantie collective interprofessionnelle qui lui permettent d'envisager des changements d'employeurs, d'entreprises, de conventions collectives, etc., sans perdre ses droits, voire même en reconstituant des carrières, même s'il y a plusieurs employeurs en même temps ou au long d'une vie, etc. On peut imaginer de développer les services sans les assortir de précarité. Je crois que ce serait une très bonne solution pour les femmes. Et mon dernier point, parce que je fais attention à mon temps de parole, c'est sur le rapport entre discrimination et égalité. Je crois qu'on devrait prolonger le débat. Enfin, moi, je vais dire comment on le vit syndicalement. Je crois que la question de l'égalité et du combat contre les inégalités fait appel à des références collectives et à des références de transformation sociale, c'est-à-dire de transformation collective pour, en quelque sorte, faire reculer les sources diverses et variées des inégalités, aussi bien dans les mentalités, on en a beaucoup parlé, que dans les politiques économiques et sociales. Par contre, les discriminations touchent davantage aux individus. Et en essayant de résoudre les discriminations, on contribue à ce que les individus entrent dans le système à égalité, mais on ne modifie pas le système qui a généré les inégalités. Et je pense que nous avons à travailler. En ce qui concerne la CGT, nous voulons être sur les 2 créneaux. Le créneau des discriminations, parce que c'est absolument insupportable que dans telle entreprise, telle ou telle femme soit moins payée ou plus maltraitée et moins accès aux responsabilités qu'un homme parce que c'est une femme.
Mais même si nous obtenons gain de cause pour cette femme, même si nous obtenons des jurisprudences, et il faut le faire, et nous voulons le faire, restera le problème d'une société qui génère par sa structure même, par son fondement même, qui génère les inégalités, les mises en concurrence, etc. J'espère que mon propos est clair. Je ne veux pas être caricaturé, mais je pense que nous devons mener les deux de pair. Car on peut très bien obtenir que les hommes et les femmes soient traités à égalité dans une entreprise, mais l'égalité, ça peut être le partage de la précarité ou le partage du temps partiel ou le fait d'être travailleur pauvre. Et syndicalement, ça n'est pas ça l'horizon que nous fixons à notre action syndicale. Nous voulons que hommes et femmes puissent vivre dignement de leur travail et se réaliser dans leur travail, avoir un travail qui leur permet de s'épanouir dans leur travail, dans leur vie personnelle et dans la société. Et puis, mon dernier point qui va un petit peu dans le même sens, et je m'arrête, je crois que nous devons aussi sortir, on a dit, on parle de précarité d'un côté et puis d'accès aux responsabilités de l'autre. Je voudrais qu'on sorte aussi là aussi de stéréotypes. On peut être dans des responsabilités importantes et être précaire. Moi, je connais des DRH qui travaillent pour des sociétés d'intérim. Je connais des cadres supérieurs qui deviennent consultants de l'entreprise dans laquelle ils étaient salariés et qui sont de ce fait traités comme des travailleurs indépendants, mais ils ont un seul donneur d'ordre, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la protection qu'ils avaient en tant que salariés, mais ils ont les mêmes contraintes que n'importe quel salarié précaire qui est dans un contrat de louage. Donc nous aussi, gardons-nous de stéréotypes faible niveau de qualification égale précarité, haut niveau de qualification égale emploi stable. Autre stéréotype, la carrière qui se fait entre 30 et 40 ans. C'était vrai jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est fini, parce que plus personne, ou tout au moins une infime minorité de salariés, si nous n'agissons pas, pourra construire une carrière. La carrière, la CGT le souhaite, c'est nos propositions revendicatives, que tout salarié puisse construire sa carrière. Mais ça n'est pas le système économique et politique qu'on est en train de nous construire, puisque tout dépendra du mérite à l'instant T, et non pas de droit collectif. C'est effectivement le mot de précarité qui me touche beaucoup. À la NDRH, on est une association où il y a 5000 personnes. Alors, je ne vous dirais pas que les 5000 personnes partagent ce que je vais vous dire, mais on s'emploie à faire avancer cette idée. Je pense que la précarité, c'est le pire fléau, parce qu'il y a un mot qui est très à la mode actuellement, c'est le mot durable. Mais nous, on est persuadés qu'il n'y a pas de performance économique durable s'il n'y a pas de performance sociale. Et pour nous, la performance sociale, c'est effectivement de permettre à chacun de se bâtir une carrière durable sans avoir au-dessus de sa tête une épée de Damoclès et donc une précarité qui, alors là, je vous rejoins complètement, peut toucher tous les postes et à tous les niveaux. Donc c'est vrai que tout ce qui précarise l'emploi, je pense qu'à terme, à moyen terme, c'est destructeur de motivation et c'est destructeur de performance et que nous, DRH, du moins ceux qui ont une vision un peu éthique de leur job, doivent s'employer à travailler pour améliorer la sérénité, les climats. Et quand je dis ça, ça veut dire aussi des sécurités qui s'attachent au poste, au métier, à l'évolution. C'est un peu ce qu'on retrouve avec le droit à l'erreur. Dans une entreprise où il n'y a pas de droit à l'erreur, c'est quoi? C'est l'ouverture de parapluie et c'est le manque d'innovation totale. Et au final, ça se termine dans le désastre. Une boîte, au contraire, où on admet le droit à l'erreur, où on admet le droit d'apprendre, c'est une entreprise qui va être beaucoup plus florissante. On a amené des expériences parallèles dans différents types d'entreprises. On s'aperçoit que celles qui réussissent le mieux, généralement, c'est pas celles qui pressent le citron, c'est celles qui ont une vraie politique, je dirais, de gestion éthique, raisonnée et raisonnable et progressive des ressources humaines. Je referme ma parenthèse. Pour répondre à la question, les labels, les lois, les accords, etc. Alors, les labels, parlons-en tout de suite avec les chartes. Il y a le pire et le meilleur. Le pire, c'est les chartes, je ne vais pas en citer parce que je ne vais pas me faire des ennemis partout quand même. Mais bon, c'est vrai que quand je vois qu'une charte est signée par 3000 ou 6000 entreprises, ça laisse un peu rêveur parce que si on regarde ce qui se passe dans les 3000 ou les 6000 entreprises qui ont signé cette charte, je suis même pas sûr qu'on trouve une dynamique de progrès dans les 6000. Voilà. Les labels, alors là, moi je crois beaucoup aux labels qui sont décernés par des organismes indépendants,
après audit d'un organisme certificateur qui n'est pas, je dirais, le commanditaire, ça oui. À ce sujet, moi je suis un défenseur du label égalité femmes-hommes. Parce que même s'il n'y a que 35 ou 40 entreprises qui l'ont à l'heure actuelle, c'est parce qu'il est exigeant. Il suppose qu'il y a un accord de signer avec les syndicats, qu'on ait respecté les termes de cet accord et que donc on prouve qu'en matière de recrutement, d'évolution salariale, d'évolution professionnelle, de formation, on ait obtenu des résultats précis. Et je pense que même s'il est dur, même s'il est sélectif, ce que certaines entreprises regrettent, ben ce label est un bel outil et qui n'est pas un outil marketing. Voilà. La loi, je pense qu'effectivement la loi elle est indispensable parce que dans les grandes entreprises, on a un outil fantastique qui est l'accord avec nos syndicats, avec les partenaires sociaux. On discute, on se met d'accord ou pas d'accord, mais on arrive au final à progresser. Par contre, dans les petites entreprises, il ne faut quand même pas oublier que les 2/3 des travailleurs de ce pays travaillent dans des entreprises de moins de 40 personnes. Il y a peu d'institutions représentatives du personnel, et donc la loi apporte une protection, me semble-t-il, indispensable. Mon outil préféré, moi, c'est l'accord d'entreprise, parce que c'est quand même un formidable instrument pédagogique. Je me souviens de négociations sur nos accords égalité femmes-hommes où on a dû quitter la table, pas parce qu'on s'engueulait entre syndicats et direction, mais parce qu'on s'engueulait à l'intérieur d'un même syndicat et parce qu'on s'engueulait à l'intérieur de la délégation syndicale. Je me rappellerai toujours un de mes collègues qui, en comité de direction, me disait bah, « Avec ton accord égalité femmes-hommes, on va bien se marrer. T'as 3 fils, quand ils trouveront plus de boulot, parce qu'on prendra que des femmes. Là, je rigolerais bien. » Donc finalement, et je ne suis pas persuadé que parmi les syndicalistes, il n'y ait pas aussi des déclivages de ce genre. Je pense que l'accord d'entreprise, c'est vraiment l'outil qui nous permet de progresser, surtout un outil qui est opposable face, je dirais, aux tendances plus réactionnaires qu'on peut avoir chacun dans nos partis respectives. Voilà. Un tout petit peu cette même question. Est-ce qu'à votre avis, les nouveaux termes, je pose la question à tous les participants bien sûr, est-ce qu'à votre avis, les nouveaux termes de la loi sur l'égalité salariale, c'est-à-dire le passage à la sanction financière, est-ce que c'est finalement une usine à gaz? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer ou c'est un texte de plus? Nous, on est tout à fait pour. Sous réserve que le gouvernement ne redonne pas de l'autre côté. Par exemple, actuellement, il y a plus de 20 milliards d'allègements de cotisations sociales par an payés par le budget de l'État, que tout le monde identifie comme jouant le rôle de trappe à bas salaire. Tous les syndicats demandent à ce qu'on revoie complètement le système, mais en attendant qu'au moins ces allègements de cotisations soient conditionnés à des négociations salariales et avec des critères dans ces négociations salariales d'évolution des salaires, des critères d'égalité, etc., etc. Et le gouvernement nous répond en disant non, on va simplement le conditionner, et encore en 2010, on va simplement le conditionner à l'ouverture de négociations, c'est-à-dire sans obligation de contenu et de résultat. Donc, on voit qu'une fois qu'on a dit sanction, après, il faut définir les critères de la sanction et ce sur quoi elle s'applique. Et puis, l'autre problème, c'est la question, moi aussi je suis d'accord sur les accords d'entreprise, mais en tant que syndicat, notre problème, c'est comment on arbitre le dedans et le dehors. C'est-à-dire, on peut avoir une politique à l'intérieur de l'entreprise qui respecte l'égalité homme-femme, je pense que ça mérite de regarder exactement ce qu'il faut mettre dedans, égalité. Mais bon, supposons. Mais qui, par contre, parce qu'elle n'embauche pas, parce qu'elle a telle ou telle politique industrielle ou de commercialisation, etc., contribue par ailleurs à ce qu'en dehors des salariés de l'entreprise, les inégalités se perpétuent, soit par le développement de l'intérim, soit par le développement de la sous-traitance, parce que très souvent on a beaucoup d'accords qui sont faits au niveau d'une entreprise, qui sont corrects si vous regardez simplement le périmètre de l'entreprise, mais si vous regardez comment elle se traduit par rapport à la sous-traitance, deviennent le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et là, je crois qu'il faut regarder dedans, dehors, la politique de l'entreprise vis-à-vis des sous-traitants, vis-à-vis de tout ce qui l'entoure dans le bassin d'emploi, etc. Les sanctions financières, j'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne chose. Et c'est d'autant plus une bonne chose qu'on nous annonce qu'elles seront redistributives. Et ça me semble tout à fait essentiel dans la mesure où sur ce chantier, qui fait l'objet quand même de beaucoup d'affichage, de beaucoup de discours, etc., il y a très peu d'argent, de moins en moins d'argent, de moins en moins de moyens qui soient financés
financiers, mais aussi en termes d'un service qui est chargé de ça, dont on sait aujourd'hui qu'il est en danger. Alors je vois dans ces sanctions financières la possibilité de redonner des sous à un secteur qui n'en a quasiment plus. Les sanctions financières sont une bonne chose si elles sont effectivement appliquées, si elles sont redistributives. Moi, je suis contre la discrimination positive à l'égard de toute forme d'inégalité, mais la seule égalité républicaine... Pour dire qu'effectivement, les sanctions financières, c'est intéressant, d'autant plus que le sexe, ce sont des statistiques autorisées, puisque contrairement aux statistiques ethniques qui ne sont pas autorisées, on peut savoir effectivement, on a des chiffres concrets sur l'inégalité salariale, l'inégalité dans l'emploi, savoir le nombre de femmes, le nombre d'hommes, et donc effectivement, on a des éléments concrets maintenant pour travailler. La troisième question qui a l'objectif également de faire le pont avec la première table ronde, qui est... Est-ce que, à votre avis, l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises, est-ce que c'est une responsabilité sociale? Est-ce que c'est un avantage économique? En d'autres termes, les entreprises auraient intérêt à cette égalité dans le cadre notamment, par exemple, du futur départ à la retraite des générations du baby-boom, avec certains secteurs où il y a des insuffisances de main-d'œuvre. Est-ce que c'est tout simplement une politique d'affichage, c'est-à-dire finalement du marketing, de la publicité? Comment est-ce que vous tracez la frontière? Et j'y ajouterai une autre manière de poser cette même question. Est-ce que finalement cette différenciation change quelque chose à l'action? Ou bien est-ce que peu importe, ce qui compte c'est le résultat? Peu importe la motivation de l'entreprise, affichage ou autre, l'essentiel c'est... La frontière, ça me semble très difficile parce que de toute façon, y voir clair derrière les discours, c'est coton. D'autant que les politiques de marketing sont de plus en plus élaborées sur le sujet. L'important, me semble-t-il, n'est peut-être pas l'entrée par laquelle on passe pour engager un processus d'action pour l'égalité. Quel que soit le déterminant, il me semble que ce qui est important, c'est que le processus mis en œuvre participe d'un cercle vertueux pour l'égalité. Et pour qu'il en soit ainsi, on sait qu'il y a un certain nombre de conditions, que l'exemple soit donné au plus haut niveau, que la question de l'égalité soit intégrée à l'ensemble des grandes fonctions, que tous les acteurs soient sensibilisés au sujet, que l'ensemble des pratiques RH soient revisitées en conséquence et que l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale devienne une préoccupation de l'entreprise et des politiques et de l'organisation du travail. Voilà ce que je pourrais dire sur ce sujet-là. Moi, je dirais que pour la CGT, avant d'être une question de responsabilité sociale, d'avantage économique, de politique d'affichage, c'est tout simplement une question démocratique. En tout cas, syndicalement, c'est comme ça qu'on le pose. Et d'ailleurs, nous essayons de débusquer l'apparition des inégalités, la manifestation des inégalités, dès lors que nous nous apercevons que dans une entreprise, dans un type d'emploi, dans une branche professionnelle, soit il y a une très grande majorité d'hommes, soit il y a une très grande majorité de femmes. En fait, pour nous, l'indice de la mixité, même si ça ne résout pas toutes les questions de l'égalité, mais déjà ça démontre qu'on est sur le bon chemin. Par contre, lorsqu'on s'aperçoit que des emplois sont tenus par les hommes et d'autres emplois tenus par les femmes, à tous les coups, on peut regarder salaire, carrière, contenu de travail, etc. Donc pour nous, c'est une question démocratique, c'est une question d'objectif d'activité syndicale, évidemment. Mais je voudrais dire que c'est aussi un moyen de transformer le travail et de transformer les rapports au travail. Parce qu'en fait, pour obtenir, on s'aperçoit que quand on veut obtenir que les emplois soient tenus de façon mixte, pour que donc les salaires soient égaux, les carrières soient égales, les responsabilités, l'accès aux responsabilités également, on s'aperçoit qu'on se heurte à des tabous très importants quant à l'organisation du travail, dont d'ailleurs les employeurs veulent rester les maîtres et qu'ils acceptent très peu de discuter et de négocier avec les salariés, avec les organisations syndicales. Et donc, pour nous, c'est effectivement un moyen de poser la totalité, en quelque sorte, du rapport au travail des salariés. Maintenant, je pense que la situation est différente pour les entreprises. Et je pense que pour une poignée
poignée d'entreprises ou de chefs d'entreprise qui ont compris que l'enjeu de l'égalité, c'était peut-être apporter des ressources nouvelles dans l'entreprise, une nouvelle richesse de créativité des salariés, donc un rapport social plus correct dans l'entreprise et qui permette donc au final à l'entreprise de s'y retrouver en termes de rentabilité et de productivité. Je pense que pour quelques employeurs qui ont compris ça, une majorité de ceux qui essayent de mettre en avant ces politiques-là le font dans des objectifs d'image, publicitaires, commerciaux, etc. Et on voit que, on l'a dit tout à l'heure pour les labels et autres, on voit quelques entreprises, pour les chartes en particulier, un certain nombre d'entreprises qui se vantent en quelque sorte de leur réussite à cet égard, alors qu'en fait les salariés qui travaillent dans ces entreprises ne partagent pas l'image qu'en tire leur employeur. Enfin, mon dernier point, j'insiste beaucoup, mais je crois que c'est un problème auquel on est tous et toutes confrontés. Là où nous pose la question de l'égalité dans l'entreprise, mais peut-être que ça n'est pas là qu'on voit le plus les inégalités, d'accord, les inégalités entre hommes et femmes. C'est entre branches professionnelles que les inégalités sont les plus fortes. Je reprends l'exemple de la branche des services à la personne, qui est féminine à 90%. Si vous prenez simplement les micro-entreprises de services à la personne, vous ne voyez pas d'inégalité entre hommes et femmes. Il n'y a quasiment que des femmes. Mais c'est en mettant en rapport la branche des services à la personne extrêmement féminisée avec la branche des industries chimiques ou pétrolières, je dis n'importe quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire, excessivement masculine, et que vous voyez les différences de rémunération, de traitement, etc., que là, vous voyez ce qui nourrit en permanence l'inégalité femmes-hommes. Donc, comment est-ce qu'on peut à la fois avoir une activité et des propositions au niveau micro, au niveau de l'entreprise, au niveau du plus près, parce que c'est très important, c'est accessible pour tous, mais sans perdre de vue les grandes caractéristiques sur lesquelles il faut peser, sans quoi, encore une fois, c'est le tonneau des Danaïdes. Et on gagnera 1 millimètre d'un côté pour perdre 10 cm de l'autre. La promotion de l'égalité à la HALDE a interrogé les grandes entreprises et également maintenant les petites et moyennes entreprises pour connaître justement leurs politiques antidiscriminatoires. Quelles sont leurs politiques ? Leurs réponses, ils font toujours état de l'égalité femmes-hommes, répondant ainsi d'ailleurs à l'obligation légale, et également au handicap, qui sont effectivement les discriminations les plus connues des entreprises. Malheureusement, toutes ces chartes n'empêchent pas que leurs salariés nous saisissent justement du fait de discriminations existant au sein de ces entreprises qui, par ailleurs, ont donc signé une charte, voire proclament haut et fort que leur politique est pour l'égalité femmes-hommes. Donc je pense que c'est effectivement, c'est important, mais malheureusement ça n'est pas suffisant, et tout ce qui a été dit sur justement le fait que ça doit venir du haut, que tout le management doit être impliqué dans ces chartes est effectivement important, parce que sinon ça ne suffit pas. Il y a les trois, il y a la performance économique, la responsabilité sociale et l'affichage. L'affichage, je pense quand même qu'il est très fort. Je ne voudrais pas faire excès de pessimisme, mais quand je regarde tout simplement parmi mon environnement de collègues, il n'y a pas si longtemps, voilà 5 ans, quand on disait qu'on allait s'occuper d'équilibre vie professionnelle et de vie privée, il y a quand même une majorité de collègues qui nous disaient on ne voit pas trop pourquoi l'égalité, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, ça nous concerne, nous DRH. Bon. 5 ans plus tard, curieusement, ces mêmes collègues sont à la pointe du combat en matière de diversité et trouvent même qu'on ne va pas assez vite. Donc quelquefois, on est amené à se dire qu'il y a effectivement pas mal de pubs, pas mal d'affichage. D'ailleurs, quand on regarde les organigrammes de certains groupes et où on voit que la direction de la diversité ou que le rapport diversité ou développement soutenable est rattaché à la direction de la communication, je pense que ça veut tout dire. Bon, maintenant ça a évolué, c'est plus subtil. Moi je crois quand même, et c'est du moins ce sur quoi on a travaillé dès le début à Haute-Paris, quand on travaille sur l'amélioration de nos process, pour qu'ils soient moins créateurs d'inégalités, qu'ils soient plus équitables et qu'ils produisent plus d'égalité entre les femmes et les hommes notamment, en fait on travaille pour tout le monde. Quand vous améliorez un processus de recrutement en vous centrant sur les compétences, quand vous travaillez à remettre d'équerre un processus d'évolution professionnelle pour que ça soit
d'autres critères qui soient pris en compte, et pas simplement la reproduction à l'ancienne de ce que les castes faisaient, ben, on s'aperçoit que non seulement on améliore les performances, mais qu'en plus ça profite à tout le monde, même aux hommes, parce que finalement des procédures, des process, c'est jamais que l'expression d'une catégorie dominante à un moment donné. Quand vous les remettez d'équerre, quand vous essayez de les travailler au sein de panels, de groupes représentatifs, pour améliorer tel ou tel aspect, on s'aperçoit qu'il y a des effets collatéraux auxquels on n'avait pas pensé et qui profitent à des catégories qui ne sont pas simplement celles des femmes, mais au final, aux catégories qui étaient aussi défavorisées. Donc je crois vraiment que, en travaillant sur l'égalité, on travaille à l'amélioration globale de l'éthique et donc au final tout le monde en profite. Donc il est clair que ce n'est pas qu'une question simplement de remettre les pendules à l'heure sur un thème précis, mais que, comme vous le disiez, c'est le rapport au travail qu'on repense, qu'on essaie d'assainir un peu plus, de poser un peu mieux et qu'au final tout le monde en profite. Donc finalement, réduire les inégalités, ça profite à tout le monde et pas simplement à la catégorie à laquelle on pensait au départ. Le débat général, je réinterviendrai après sur d'autres thèmes. Dumas. Quand elle dit les discriminations touchent davantage aux individus, on contribue à des luttes individuelles, c'est important, il faut le faire, mais on ne modifie pas ce qui génère les discriminations. Et j'ai envie d'élargir le débat. Si on peut le faire, on peut élargir le débat en recourant à la notion de discrimination indirecte. Et je voudrais revenir sur la loi du 27 mai 2008 qui vient d'être adoptée et qui oblige la France à transposer des directives qu'elle n'avait pas transposées correctement, et notamment cette notion de discrimination indirecte. Et qu'est-ce que c'est qu'une transposition? Ce n'est pas seulement inscrire le mot, ce n'est pas seulement inscrire une définition, c'est au fond demander à ce que l'État en question fasse vivre cette notion. Or, cette notion, justement, elle a une dimension collective. Parce qu'une discrimination indirecte, c'est une mesure apparemment neutre qui désavantage un groupe, les femmes, par rapport aux hommes. Et là, on est sur les ressorts, on est sur ce qui génère les discriminations. Et l'employeur est obligé de s'expliquer. Il est obligé de justifier sa politique salariale ou sa politique ceci ou cela. Et cette notion-là travaille sur les groupes. Et c'est pour ça aussi que le modèle républicain français crie en disant « on fait du communautarisme » parce qu'on travaille sur les groupes. En réalité, on travaille sur une dimension collective, sur ce qui génère les discriminations. Et on ne l'a pas investi du tout, pratiquement pas, cette notion-là. Et c'est pour ça que la France allait être condamnée. Dominique Poggi, je suis sociologue et formatrice. Et ces dernières années, j'ai accompagné plusieurs recherches-actions et mené des formations pour que les femmes puissent prendre plus facilement leur place en entreprise, en politique, pour qu'elles puissent prendre la parole en public, faire valoir leurs droits. Et une question que je me posais, c'est comment se fait-il que ça ne bouge pas plus ? Comment se fait-il qu'avec tous les dispositifs, les lois, etc., on ne voit pas les femmes plus souvent mettre le poing sur la table? Alors effectivement, il y a toutes les raisons qui ont été évoquées, les raisons structurelles, les mentalités, mais je crois vraiment qu'il y a une autre dimension sur laquelle on ne se penche pas beaucoup en France encore, c'est ce qu'on pourrait appeler les verrous émotionnels. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup mené de réflexion, en tout cas pas à ma connaissance, sur la manière dont le formatage émotionnel qui est très genré, les émotions sont très genrées, on interdit des émotions aux femmes et on en interdit aux hommes et vice-versa, et comment tout ça joue et fait qu'en dernière analyse, quand il y a un conflit, quand il y a un rapport de force, eh bien les femmes sont confrontées à des stratégies de déstabilisation et d'intimidation qui font qu'elles battent en retraite. Et qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, et que je crois que ça serait vraiment important d'autant que le monde de l'entreprise et le monde de la politique fonctionnent avec des modalités extrêmement violentes. Et que comme en socialisation émotionnelle, on interdit, disons, on déconseille la colère aux femmes, et que par contre, les petites filles et ensuite le reste de la socialisation vient montrer que c'est très mal vu pour une femme de se mettre en colère. Et en plus, c'est difficile parce qu'en face, elle se trouve confrontée à des hommes qui sont plus habiles
à exprimer la colère, voire la violence, et qui montent en ton. Alors au début c'est des railleries, des moqueries sur la personne, pas sur l'idée, et puis après ça se développe, on hausse le ton, et voire même une attitude qui devient menaçante, et les femmes battent en retraite. Et quand on est dans des groupes où on travaille sur la question de comment faire en tant que femme pour prendre sa place en entreprise ou en politique, les femmes commencent à parler de ça. Les femmes expriment que même si c'est pas tout à fait vrai pour certaines, il y en a qui ont plus de confiance en elles, mais ça vient d'une culture familiale, d'une culture par osmose, mais globalement, les femmes battent en retraite. Donc la question que je me pose, c'est comment on va prendre en compte ces questions de formatage, déformatage émotionnel, et comment on va articuler tout ce qui est de l'ordre du conceptuel, des mentalités, des structures, et puis ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, que trop souvent on considère comme faisant partie du privé, mais c'est du public, c'est du collectif, c'est du politique. Donc voilà, je voulais attirer l'attention là-dessus. Oui, bonjour, Annie Ferrand, doctorante. Justement, les résistances, elles sont massivement structurelles, mais elles sont aussi individuelles. Et là, il faut faire attention à ne pas se faire embarquer par le psychologisme. Malgré tout, quand même faire de la vraie psycho, c'est-à-dire par exemple parler de la connaissance par le dominant du mode d'emploi de la domination, comme le dit Nicole Claude Mathieu. On en a vu deux exemples extrêmement percutants de monsieur à la tribune qui a dit qu'un des syndicalistes disait mais si tu luttes pour le label égalité, tu verras les difficultés qu'aura ton fils à trouver du boulot. Donc là, le lien est très clair entre exclusion des femmes et monopole viril des emplois. L'exemple de monsieur de Saint-Gly qui était je vais pas faire les chiottes, ou je sais plus quel, je vais pas faire les chiottes, je suis pas ton épouse. Donc clairement un lien très explicite entre appropriation privée et répartition du travail domestique. Et donc j'aimerais simplement dire deux choses. La première, c'est qu'il y a d'authentiques stratégies actives mises en place par les hommes, pour nous déstabiliser sur le marché du travail, mais aussi dans la sphère domestique. Ils attendent jusqu'à un certain point pour que l'on fasse le travail domestique. Alors ils attendent assez pour qu'on le fasse et pas trop pour que ça se voit pas. Il y a des remarques assassines. Il y a aussi des éclipses. À certains moments, ils s'absentent juste avant de faire la bouffe. Enfin bon, il y a vraiment et puis il y a aussi une simulation de naïveté et de bêtises instrumentales, à toujours nous demander où se trouve la casserole, où se trouve le truc. Bon, ça c'est des stratégies claires. Et au niveau de l'opprimé, on ne parle jamais, quand on parle d'identification au genre féminin, on ne parle jamais d'une identification stigmatisée, c'est-à-dire que nous en tant que femmes, nous avons affaire à des stigmates de putain, d'entretenu et de mégère. L'entretenu nous oblige à donner du travail gratuit, le stigmate d'entretenu, le stigmate de mégère nous oblige à nous la fermer quand on sent qu'on nous piétine, et le stigmate de putain nous oblige à céder de la sexualité. Voilà. Donc, je suis informaticienne en société de service, ce qui est assez rare puisqu'on est très peu de femmes, et de surcroît militante CGT, ce qui fait de moi d'autant plus un oiseau rare. Tout à l'heure, on a parlé orientation scolaire, on a parlé recrutement, on a évoqué aussi l'informatique. Et je voudrais dire d'abord que l'informatique est un noyau particulièrement dur de la résistance, enfin des résistances à l'égalité, puisque c'est un secteur masculin, mais qui, de surcroît, est en voie de déféminisation, ce qui est tout de même assez exceptionnel. Alors, l'orientation scolaire n'est pas seule en cause. Il y a bien entendu le problème du recrutement, en particulier dans des boîtes telles que la mienne qui ne visent que les écoles d'ingénieurs. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'après, il ne suffit d'entrer dans la carrière, surtout pour les femmes. Ce qui m'a toujours beaucoup frappée, c'est que j'ai eu autour de moi un certain nombre de collègues femmes qui sont ingénieurs, qui ont Bac+5 et qui ont repris leurs études, mais pour devenir qui infirmière, qui professeur des écoles, qui éducatrice de jeunes enfants ou assistante sociale. Et je crois que
on touche à nouveau au problème des femmes qui battent en retraite. Et ça montre qu'il en coûte en tout cas d'être des transfuges, en particulier dans des univers extrêmement virils tels que le nôtre. Alors il y a la question, enfin il y a les questions objectives telles que la mobilité géographique, la flexibilité, il y a la question des semaines de 60 heures, mais il y a aussi la question de la brutalité des modes de management. Ce sont des modes de management qui sont porteurs de valeurs guerrières et qui sont porteurs des stéréotypes les plus éculés. Alors, en même temps, ça peut être aussi un levier de changement puisque les hommes aussi sont en souffrance. Hein. Les hommes aussi aspirent de plus en plus à vivre autre chose, à avoir une vie en dehors du travail et à ne plus subir ce type de management. Je voulais ajouter que, surtout dans ces secteurs où l'activité syndicale est extrêmement difficile, eh bien, le fait d'être une femme, ça aggrave encore considérablement la répression et les pressions qu'on subit. Je me présente, je suis directeur dans un institut d'études, donc je travaille sur ces questions. Et je voudrais interroger M. Bernard, puisque vous avez donné des exemples assez intéressants, assez positifs. L'évolution dans les entreprises va être probablement quasi mécanique pour des questions de pénurie de main-d'œuvre. Alors on peut le regretter, mais c'est ainsi. Il va y avoir des évolutions et vous parliez d'évolutions, d'actions positives éventuelles. Ce qui veut dire que la logique voudrait que l'on augmente prioritairement les femmes pour pouvoir rattraper le handicap, qu'on leur donne une promotion plus rapidement que les hommes, au moins pendant un temps, le temps que on arrive à l'équilibre, ce qui va poser un problème très complexe de le faire accepter aux hommes dans l'entreprise et de convaincre les femmes qui vont être nommées qu'elles l'ont au mérite et non pas parce qu'elles sont des femmes. Comment allez-vous, est-ce que c'est un sujet que vous travaillez au niveau de la NDRH ? On voit de plus en plus des critiques du genre si on n'est pas une femme à Haute-Paris, les chances d'être promu se réduisent. Bon, et c'est vrai que ça nous interpelle beaucoup parce que quand on donne une promotion, c'est vraiment parce que la personne, qu'elle soit femme ou homme, la mérite. Alors, il y a un terme derrière lequel qu'on brandit, parce que ça correspond à ce qu'on pense, c'est le terme de « à compétence égale ». Mais à compétence égale, ça suffit quand même pas. Moi, je pense qu'on doit intégrer le fait qu'il y a une grosse inégalité au départ, hein, c'est clair. Haute-Paris, 10% de femmes avant 2000, même là, moins de 30% de femmes. Or, il n'y a pas dans ce pays 30% de femmes. Il y en a beaucoup plus, heureusement. Et donc, si on veut rattraper une situation, je dirais, inégalitaire, il faut forcément, à un moment donné, accélérer le traitement de ces inégalités en faveur des populations qui ont été jusque-là discriminées. Alors c'est vrai, on est un peu sur le fil du rasoir. Moi, j'ai pas de réponse toute faite. On pratique au jour le jour. Je sais que toutes les promotions qu'on donne aux femmes dans l'entreprise, d'abord, on leur donne pas, elles le prennent parce qu'elles les ont méritées, autant que les hommes. Et au départ, voilà quelques années pour être promu, il fallait faire preuve de qualité encore plus forte que celle des hommes. Et là, ça gênait personne. On a aux gens qui me disent ça, je leur réponds, attendez, quand toutes les promotions allaient aux hommes, là, jamais on est venu me parler de discrimination positive en faveur des hommes. Donc, on a le poids de l'histoire, il faut le porter, et c'est sûr qu'en le portant, il y a du conflit. Alors, j'espère que je ne suis pas brutal, l'horrible macho qui doit se battre, mais c'est vrai que de temps en temps, on doit quand même se battre dans le sens positif du terme, enfin j'espère, parce que ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas facilement, et on a à gérer les contradictions. Mais on va continuer de le faire parce que je pense qu'on a, c'est tout simplement, il faut le faire, c'est une bonne chose. En tout cas, je me sentirais pas de ne rien faire. Oui, d'accord, pour intégrer la question des discriminations indirectes, pour faire revenir le collectif dans quelque chose qui, a priori, est individuel, mais ça n'est, c'est toute la portée de l'action juridique, mais ça n'est que la portée de l'action juridique. Je doute que nous puissions faire condamner, par exemple, la loi
loi TEPA qui augmente, enfin sur les heures supplémentaires, le travailler plus pour gagner plus, parce qu'elle provoque des effets induits de discrimination indirecte sur les femmes, parce que c'est une décision politique. Et donc il y a bien la nécessité d'un combat syndical qui touche aux enjeux économiques et politiques, mais sans abandonner l'action juridique qui est un point d'appui important. Ensuite, sur la question des compétences, je pense qu'on a surtout besoin de reconnaître les compétences que les femmes mettent en œuvre. On considère beaucoup de compétences comme étant innées, entre guillemets, des qualités féminines, et donc comme elles sont innées, on n'a pas les rémunérer. Je crois qu'on a au contraire besoin de faire tout un travail. C'est le sens du travail engagé. Rachel Silveira en parlait tout à l'heure sur la question de la valeur du travail, précisément pour faire émerger ce que les femmes mettent en œuvre dans leur travail et qui actuellement est considéré comme ne méritant pas d'être reconnu ni en termes de compétences, ni en termes de qualification, encore moins de salaire. Cela étant, ça suppose que nous continuions à agir pour que le système salarial rémunère bien les qualifications ou les compétences de la personne et le travail réalisé, et ne soit pas mis en concurrence, intéressement, participation en fonction des résultats de l'entreprise, auquel cas tout ce dont nous discutons ne servirait plus à rien. Enfin, par rapport à la dureté des conditions de travail, en particulier dans des milieux de travail historiquement masculins, et je témoigne également qu'on peut citer plein d'exemples de métiers, en particulier de métiers techniques, donc on a cité l'informatique, il y en a d'autres, où des femmes y ont accédé, donc elles avaient les filières, elles avaient suivi les filières éducatives nécessaires pour y arriver, mais parce qu'elles sont très peu nombreuses, elles n'arrivent pas à inverser le climat de travail et à transformer le travail comme il devrait l'être. Cet exemple me confirme dans la bataille que mène la CGT pour la mixité des emplois et des professions, parce qu'il faut atteindre un seuil de présence féminine ou masculine dans d'autres cas, pour qu'on puisse se poser clairement les questions d'un travail égal pour tous et de conditions de travail et de partage des postes de travail égaux pour les deux sexes dans de bonnes conditions. Qu'on pense que on a tout fait pour qu'il y ait aujourd'hui égalité des femmes et des hommes au travail, que ce qui résiste, c'est l'émotionnel des femmes, etc. Je pense que tout ce qui est intervention sur les orientations a besoin d'être développé complètement, que ce soit en formation initiale ou que ce soit en formation pour celle continue. Il y a très peu de prise en charge de la question du genre dans les pratiques d'orientation. Et c'est pas aujourd'hui où la NPE réduit le bilan de compétences approfondi, c'est-à-dire pour les gens les plus en difficulté d'accès à l'emploi, à 6 heures qu'on va pouvoir intervenir sur des méthodes un peu élaborées pour que, les femmes aillent dans des secteurs où il y a du boulot, où il est durable, où il est à peu près bien rémunéré et où elles puissent se défendre avec un sentiment de compétence qui leur permettent d'avancer. Alors, bon, maintenant, sur l'émotionnel, il y a dans le réseau européen de retravailler des gens qui travaillent sur l'assertivité, c'est-à-dire qui organisent des séances qui ont pour but d'aider les femmes à gérer leurs émotions, ce qui est aussi vrai pour les hommes aussi. Donc là, il y a des techniques qui, me semblent, vont dans le bon sens. Oui, je suis d'accord pour dire que l'action juridique ne suffit pas, mais je pense qu'elle est vraiment indispensable et que la saisine des tribunaux et l'évolution de la jurisprudence peut faire progresser effectivement l'égalité femmes-hommes. Je pense aussi que sur le principe à travail égal, salaire égal, il y a un consensus à peu près général. En revanche, sur ce dont on parlait tout à l'heure, à compétences égales, capacité égale, emploi et salaire égaux, ça en revanche, il n'y a pas de consensus et je crois qu'il ne faut pas se résigner. C'est aux femmes de prendre ça en main, effectivement, et que l'amélioration du travail des femmes, ça entraîne également d'ailleurs l'amélioration du travail de toute la société et des hommes également. Que des équipes où il n'y a que des hommes, c'est beaucoup moins efficace que des équipes mixtes, qu'il faut effectivement qu'il y ait un certain nombre de femmes dans une équipe pour produire ces effets. Un élément isolé ne suffit parfois pas. Donc des équipes complémentaires, c'est beaucoup plus efficace à tout point de vue. Par contre, je vais mettre un bémol, moi je reste béotien.
Je ne sais pas ce qu'on entend par qualité masculine et par qualité féminine. Ça me gêne même beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce que ça me rappelle un autre débat sur lequel je suis en matière de diversité, où il n'y a pas de qualité qu'ont les blancs, les noirs, les arabes, etc. Ça me gêne énormément. Donc je préfère parler de complémentarité. Qu'est-ce qui fait qu'on considère qu'il est normal qu'une assistante de direction fasse le café le matin, sans que le fait qu'elle sache faire le café le matin, qu'elle accueille correctement les gens, qu'elle sache les installer quand ils sont en attente d'un rendez-vous, ça n'est jamais considéré comme une compétence professionnelle que l'assistante met en avant. On considère que c'est une qualité innée de la personne, c'est une femme, Pourquoi etc. ça serait pas un homme ? Autre exemple, tous les métiers du social, tous les métiers de la santé, où on fait appel, c'est presque un sacerdoce, on considère qu'il est normal que les femmes se dévouent pour les personnes âgées, pour les personnes dépendantes, etc. Et on voit bien que ces métiers-là sont beaucoup moins rémunérés, alors qu'ils font aussi appel à de la compétence, à de la technicité, à de l'effort physique. Ils sont beaucoup moins rémunérés que des métiers qui feraient appel aux mêmes compétences, mais dans le domaine masculin. Pourquoi ? Parce qu'on estime que ça fait partie du fait qu'en tant que femme, on sait se dévouer à la famille, aux personnes âgées, aux enfants, etc. C'est ça que je voulais dire. Très partielle, je vais essayer d'être très rapide. Je voudrais juste revenir sur la question qui a été posée et qui relève plusieurs des interventions sur comment se fait-il que cela ne bouge pas plus. Alors, je crois que là-dessus, on est vraiment dans une situation où ce qui bouge est d'une part très contrasté, il y a des progrès et il y a des reculs, et la deuxième grande caractéristique, c'est ce qui a été obtenu est toujours réversible. C'est bien ça la difficulté. Du coup, en moyenne, qu'est-ce qu'on a ? En moyenne, on a le fait que le taux d'emploi des femmes, il augmente, mais l'écart de salaire qui s'était réduit pendant plusieurs décennies a cessé de se réduire en moyenne depuis 10 ans maintenant. C'est-à-dire qu'il stagne, ce qui montre bien une situation tout à fait négative. Et pourtant, les femmes ont accédé à l'enseignement supérieur et pourtant, elles ont accédé à des postes très qualifiés. Mais dans le même temps, la formation professionnelle, les questions d'orientation ont conduit bon nombre de femmes dans des secteurs ou des métiers qui soit ne sont pas porteurs, soit ne sont pas reconnus, soit sont, comme dans les emplois de service, où là, effectivement, notamment pour les services de proximité, pas tous les services en général, très majoritairement et de façon écrasante occupés par des femmes avec non-reconnaissance de la qualification, horaire atypique, c'est-à-dire temps partiel contraint, qui complique l'articulation entre les tâches parentales et les tâches professionnelles. Donc on est dans une situation qui est éminemment contradictoire. Mais la question des leviers, je crois que, je voudrais essayer de recentrer par rapport à cette question des leviers, c'est qu'est-ce qu'on utilise ? Est-ce qu'on utilise toute la gamme des possibles et comment ? Parce que, quand on dit les femmes battent en retraite, oui, parce que devant une situation qui paraît inextricable, individuellement, elles battent en retraite, certaines du moins. Donc la question est la question évidemment collective, c'est-à-dire quels sont les appuis et quels sont les exemples qu'on peut mettre en avant dans les entreprises ou dans les structures locales. Et je suis contente que dans la dernière intervention ait été abordée, j'étais surprise que ça ne l'ait pas été, parce que c'est un peu ça que j'avais derrière la tête quand j'ai posé la question avantages économiques, responsabilité sociale, c'est la question des talents spécifiquement féminins. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, dans bon nombre de textes, de justification d'entreprise et dans bon nombre de textes syndicaux également, on se saisit de l'idée les femmes ont leur place dans les entreprises, il va y avoir des départs à la retraite massifs, elles ont leur place, d'autant que tout montre aujourd'hui que lorsque des femmes sont présentes dans l'entreprise, y compris accèdent à des responsabilités, cela fait augmenter la réussite des entreprises. Moi, c'est un argument avec lequel je suis en désaccord, mais qui est un argument aujourd'hui que l'on lit partout. Et encore une fois, pas simplement dans les points de vue des entreprises. C'est des choses qui, cette question des talents spécifiquement féminins, c'est quelque chose qui traîne beaucoup. Donc je crois que quand on discute des leviers d'action, il faut aussi qu'on se pose toutes ces questions-là, c'est-à-dire à la fois, et je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit, il faut se battre sur tous les terrains. Il n'est pas normal que dans les appels
les plaintes contre discrimination, on ait une tradition de plaintes contre discrimination syndicale et qu'on n'ait pas encore cette tradition de plaintes contre discrimination sexiste. Donc, il faut se battre en utilisant la loi, y compris les lois européennes, là où elles sont peu utilisées en France. Mais on doit se poser aussi la question jusqu'où on va, c'est-à-dire quel est le terrain, quelle est l'argumentation que l'on met en œuvre. Et je crois que là, bien sûr, heureusement, c'est encore l'objet de débat.